Chers camarades, bienvenue à l'Assemblée générale ordinaire d'HEC Alumni, qui se tient de manière extraordinaire à distance en raison de la pandémie. Avant de démarrer cette assemblée, je vous propose d'observer une minute de silence pour nos camarades disparus et leurs familles, selon notre tradition. Je suis heureux de vous présenter mon rapport moral en tant que président de HEC Alumni, qui sera illustré de quelques séquences vidéo. Tout d'abord, 2019 a été pour l'association l'année de son grand passage à la cotisation à vie. Une transformation majeure de son modèle économique. Le succès de l'Infinity Pass a permis de mettre en action la modernisation des services aux alumni et relancer une nouvelle dynamique au sein de l'association, tout en nous rapprochant de l'école. Je vous propose de regarder tout de suite une courte vidéo de présentation de l'Infinity Pass. Infinity Pass, c'est le système d'adhésion lancé par HEC Alumni début 2019 sur le modèle des grandes écoles anglo-saxonnes. Grâce à l'Infinity Pass, vous avez accès à de nombreux services. Un annuaire en ligne pour se connecter avec les 62 000 alumni. Des séminaires et les programmes HEC Executive Education. L'accès à la plateforme de mentoring HEC Pulse. L'accès à Edflex pour se former en ligne. HEC Stories, le magazine offert pendant 2 ans. L'accès à plus de 1000 événements par an. World is a Village pour accompagner vos enfants dans leur voyage. Et plein d'autres nouveaux services. Face à l'essoufflement des cotisations annuelles, l'Infinity Pass permet à l'association d'avoir un apport pour investir dans tous les nouveaux services. En parallèle, les étudiants bénéficient de l'Infinity Pass et l'école reverse une subvention à l'association, ce qui d'ici 3 ans garantira son financement. Comment ça marche ? Désormais, il suffit de verser une cotisation unique pour profiter à vie de tous les avantages. Pour vous, c'est plus simple. Vous adhérez une bonne fois pour toutes. Le tarif standard de la cotisation Infinity Pass est fixé à 1 600 €, ce qui représente 10 années de cotisation. Mais les diplômés déjà cotisant à l'association bénéficient de remises fidélité. Un tarif fidélité pour 5 ans de cotisation, pour 10 ans de cotisation et un tarif senior. De plus, il est possible de régler en 4 fois sur 4 mois ou en 3 fois sur 3 ans sans frais supplémentaires. Depuis le lancement, 5500 diplômés ont fait le choix de la cotisation et près de 6000 étudiants en bénéficient. En un an, près de 20% de la communauté HEC a dit oui à la cotisation à vie. À vous, vous ne l'avez pas encore choisi, c'est possible en un clic. Il me semblait anormal qu'il y ait un gala annuel à Londres, New York et Hong Kong, et pas à Paris qui est le berceau historique de notre école. À ce titre, la première édition de notre dîner de gala HEC au Petit Palais, en juin 2019, a été une grande réussite avec la présence amicale de Bruno Le Maire et de plus de 300 alumni. Une vente aux enchères réalisée lors de la soirée a rapporté 243 000 € à la Fondation HEC. De même, les rendez-vous des matins HEC et de leur H ont scandé l'année avec des invités prestigieux. Je crois que restera dans toutes les mémoires le matin HEC historique au Louvre avec le président du plus grand musée du monde, Jean-Luc Martinez, venu raconter son formidable parcours devant 400 diplômés prêts à découvrir en avant-première l'exposition Léonard de Vinci. Revenons sur l'année 2019 avec un premier projet majeur, la nouvelle revue HEC Stories, qui a remplacé l'ancien Hommes et Commerces. C'est un magazine unique en son genre et bien plus ambitieux qu'une revue d'alumni classique.
Cette vitrine, aussi ouverte que l'est notre communauté, continue d'enrichir ses contenus et ses formats avec un site internet bilingue, des podcasts et bientôt un hors-série en anglais. Je vous invite à découvrir le magazine en vidéo. Bonjour à tous. En tant qu'ancien éditeur de presse, je trouve que la nouvelle revue HEC Stories remplit bien son rôle. Elle est particulièrement agréable à lire, bien conçue et bien construite. C'est en plus un très bon moyen de se tenir au courant en ce qui concerne le réseau, tant pour les nouveaux que pour les anciens. L'Alumni Journal, c'est l'espace d'HEC Stories pour partager des événements qu'on a pu organiser. C'est aussi l'occasion d'y lire des expériences plus personnelles d'HEC, des prises d'opinion, des engagements, comme des partages d'initiatives qu'on a pu avoir avec H93, le collectif H93 for Good. Et donc je vous invite à contribuer, partager les événements, les moments clés aussi de nos vies de promo, toutes générations confondues. C'est un bel espace pour faire vivre le réseau. Et comme on dit, the more you share, the more you grow. Les interviews organisées par HEC Stories sont réellement une opportunité unique de partager un moment privilégié avec des personnalités qui nous inspirent au quotidien. Je garde un souvenir très fort de ma rencontre avec Philippe Brassac, le PDG du Crédit Agricole, et j'encourage tous les étudiants à se prêter au jeu de l'interview aux côtés d'HEC Stories. De mon côté, j'ai créé Armtech pour aider les forces de sécurité à se préparer aux missions exigeantes qui les attendent. Et à côté de ça, je suis passionné d'expéditions polaires. HEC Stories a relayé ces initiatives et c'est vrai que sans ça, j'aurais manqué des rencontres et des opportunités majeures. Pour moi, HEC Stories, c'est un moyen de se tenir au courant des entreprises créées et des innovations portées par le réseau. Je suis le fondateur de 900 Care, qui est une marque de produits de la salle de bain à recharger. J'ai créé cette boîte avec deux convictions. La première, c'est qu'au vu des défis environnementaux considérables auxquels on fait face, on ne peut plus continuer avec le business as usual. La deuxième, c'est que c'est à l'entreprise d'accélérer cette transition écologique. Aujourd'hui, c'est une vraie fierté et un vrai plaisir de voir HEC Stories s'engager pour présenter des parcours comme le mien ou comme ceux de tous ces diplômés qui s'engagent au quotidien pour un business plus juste et un monde plus durable. Sur le plan de la gouvernance, l'association a poursuivi l'élan de modernisation engagé par mon prédécesseur, Emmanuel Chin, avec la mise à jour de ses statuts et de son règlement intérieur. Ces réformes ambitieuses ont introduit plus de transparence et de professionnalisme dans les modes de gouvernance de l'association. Elles ont abouti à l'adoption d'une nouvelle charte des structures qui vise à encadrer le fonctionnement des clubs, hubs et chapters de l'association. Quelques mois après, une nouvelle charte de gouvernance du comité a été adoptée. Celle-ci rappelle les droits et devoirs des administrateurs de l'association. Deux mots doivent guider notre gouvernance, exemplarité et renouvellement. Les têtes de réseau, les bureaux, les délégués de promotion doivent absolument montrer l'exemple dans les cotisations et la présence. Et le renouvellement, à l'image des membres du comité et du président, qui tournent tous les 3 ans au maximum, il faut s'assurer que l'on attire continuellement nos jeunes camarades et qu'on leur laisse de la place dans nos instances. Après la gouvernance, arrêtons-nous un instant sur le réseau. Le réseau HEC a continué à connaître un dynamisme remarquable, porté par les clubs, hubs, promos et chapters. Les espaces de l'avenue Franklin Roosevelt à Paris n'ont pas désempli jusqu'à mars dernier, accueillant plus de 900 événements ainsi que des milliers de visiteurs dans son espace lounge. Même la fermeture imposée par le confinement n'a pas empêché l'association de continuer à fournir un cadre efficace et innovant pour les événements via le digital. L'adoption rapide de la part des clubs des outils digitaux a permis donc d'organiser près de 200 manifestations en ligne en 3 mois à peine, dont certaines ont regroupé plusieurs centaines de personnes. Notons le lancement d'un tout nouveau Paris Chapter qui rassemble les diplômés anglophones de la région parisienne autour d'intérêts partagés et à l'international, le recrutement de notre première salariée à Londres et la création d'une enveloppe de soutien pour permettre aux bénévoles d'initier plus facilement de nouveaux projets. Réseau toujours, je salue le très bon travail du club Gouvernance qui publie un livre inédit
sans témoignage sur la gouvernance d'entreprise. Comme son nom l'indique, l'ouvrage prend à partie un vaste panel de grands acteurs et témoins de la gouvernance d'entreprise qui sont en majorité des alumni HEC. Saluons aussi le dynamisme du Hub Entreprendre, qui a organisé à lui seul des dizaines d'événements de grande qualité cette année et a collaboré avec le Hub Finance pour lancer un dispositif de mentoring solidaire dédié aux entrepreneurs et indépendants baptisé AFIP. Et c'est le Club Senior qui remporte la palme du plus grand nombre d'événements digitaux organisés depuis le confinement. Je pourrais vous donner des dizaines d'autres exemples, car le succès de cette association est vraiment le fruit de l'implication et de l'enthousiasme de ses bénévoles. Je profite d'être devant vous ce soir pour les remercier tous et toutes très chaleureusement. Poursuivons avec les projets initiés en 2019. À l'automne 2019, en même temps que je nommais une directrice générale, Marguerite Galland, à la tête de l'association, j'ai lancé un groupe de travail HEC Gender sur la représentativité et l'inclusion à l'association afin de s'assurer que femmes et hommes se sentent accueillis et participent à la vie de notre association. HEC Gender a œuvré à augmenter la présence de femmes dirigeantes dans les grands événements de l'association, comme les matins HEC, le RH, et s'assurer d'une plus grande représentativité dans les chapters, clubs et hubs. Le groupe vise aussi à continuer de lancer des initiatives fortes pour que l'environnement HEC soit exemplaire sur ce sujet, comme sur le racisme et l'exclusion. Autre grand projet, HEC Life Project, a vu le jour en janvier 2020. C'est le nom de la nouvelle offre de service carrière HEC Alumni, faisant écho au lifelong learning sur le volet de la formation académique. HEC Life Project renouvelle l'approche carrière de l'association en proposant un accompagnement rapproché et pour tous. Une plateforme de mentoring 2.0 vient compléter le dispositif pour renforcer le continuum étudiant-alumni et l'entraide si importante pour notre réseau. Découvrons cela en images. Life Project répond aux besoins des alumni en termes de contenu, à leurs besoins de questionnement, leurs besoins de sens entre leur projet de vie et leur parcours professionnel. À fin septembre et depuis janvier 2020, l'association HEC Alumni et le pôle Life Project a organisé plus de 30 événements en présentiel, plus de 60 webinaires. Ça nous a permis également de satisfaire un plus large public. 30% des alumni sont basés en région, 15% à l'international et plus de 3000 participants finalement depuis le début de l'année. J'ai pu bénéficier il y a un an du programme HEC Life Project et je suis excessivement heureux et satisfait de ce programme-là. J'ai été très séduit par l'accueil, l'hospitalité de l'ensemble des permanents de l'association qui ont apporté en fait le reconfort et le soutien dont j'avais besoin. Et puis d'autre part, j'ai suivi le programme Switch Collective qui m'a permis en fait de m'inscrire dans une dynamique de groupe. Merci HEC Life Project. Nous sommes toute une équipe disponible pour vous aider et vous guider dans vos projets de vie. Nous avons d'ailleurs lancé récemment de nouveaux projets pour un accompagnement encore plus personnalisé. Le Coaching Access donne l'opportunité à chaque alumni d'avoir accès à un coach pour des conseils précieux. Nous avons lancé ce service début septembre avec 10 coachs pour le moment, francophones et anglophones, disponibles pour des sessions en présentiel et en virtuel. Nous avons lancé 2 parcours en septembre dernier. Le premier pour ceux qui souhaitent changer de cap. Le parcours vous propose une masterclass pour travailler son networking, un séminaire pour apprendre à capter l'attention d'un recruteur et un atelier pour travailler son profil LinkedIn et connaître tous les rouages de ce réseau social. Un deuxième parcours à l'aventure. On vous propose plein de solutions, à commencer par une masterclass pour travailler son réseau, un séminaire pour travailler tous les tips pour monter votre projet. Un autre volet de Life Project, c'est tout ce qui va permettre aux alumni de trouver de l'inspiration, c'est-à-dire apprendre à se connaître, se poser des questions, ou alors des contenus nouveaux. Ainsi, par exemple, 3 jours d'escalade à Chamonix, qui permet de vivre une expérience collective très forte et de sortir de sa zone de confort. Last but not least, au chapitre des grands projets, et parce que la vocation de notre association, c'est aussi d'aider la communauté à déployer son énergie et sa force d'innovation, nous avons lancé HEC Ventures, le fonds d'investissement de la communauté HEC. Ce fonds a permis de soutenir les projets d'entrepreneurs ambitieux, porteurs de l'excellence HEC, en mobilisant la capacité de financement de la communauté des alumni et la formidable richesse d'expertise qu'elle recèle.
C'est aussi un fonds à impact, puisqu'une partie des gains sera reversée à la Fondation. Je vous laisse découvrir les points clés de ce fonds en images avant que nous nous retrouvions sur le plateau pour approfondir le sujet. HEC Ventures, c'est un fonds d'investissement qui collecte principalement auprès des alumni d'HEC et qui va investir dans des projets entrepreneuriaux fondés par des alumni ou des étudiants d'HEC. C'est donc un fonds communautaire qui vise à accompagner des entreprises dès leur démarrage et tout au long de leur développement, avec des prises de participation de 200 000 à 1 million d'euros par tour de financement. C'est un fonds qui est un fonds français, régulé par l'autorité des marchés financiers et dont la gestion a été confiée à Idinvest Partners. HEC Ventures peut investir dans tous les secteurs d'activité, à l'exception de la biotech qui a des cycles d'investissement très longs et avec une appétence particulière pour le digital. Alors, 3 choses à retenir sur HEC Ventures. 1. Le soutien aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat HEC, à la fois financièrement, mais également en leur mettant à disposition tout le réseau des anciens d'alumni pour justement accélérer le développement de la société. Il y a une deuxième dimension qui est fondamentale et qui est au cœur du projet, c'est la redistribution. Redistribution auprès de la Fondation, avec aussi une dimension pledge de la part des entrepreneurs qui s'engagent aussi à redistribuer une partie de ce qu'ils ont créé. Et puis il y a une troisième dimension qui est liée à l'accès pour les investisseurs et pour les alumni aux plus beaux projets d'investissement portés par des HEC. Alors je crois que le monde de demain va être porté par les entrepreneurs qui apportent des solutions innovantes pour régler les problèmes de l'économie et de la société, inventer des nouveaux modèles. Et donc soutenir ce fonds, c'est aussi participer à cette aventure-là à leur côté. Alors ça y est, le fonds HEC Ventures existe. Il a été lancé et créé cet été. Plus de 20 millions d'euros ont déjà été levés auprès de 200 souscripteurs qui ont mis des tickets entre 10 000 euros et 2 millions d'euros. De premiers investissements ont déjà eu lieu en septembre, notamment dans 2 ou 3 sociétés qui sont des pépites de l'entrepreneuriat français. L'objectif pour nous d'ici à fin décembre, c'est de continuer à faire investir le maximum d'alumni, d'investisseurs individuels et d'investisseurs institutionnels pour justement donner le maximum d'envergure au projet. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas, c'est un super projet. Pour terminer ce rapport, et avant de prolonger la discussion avec nos intervenants de ce soir, je voudrais revenir sur 2 mots clés de l'année 2020 pour HEC Alumni, solidarité et sens. Solidarité car cette période a déclenché un élan solidaire remarquable au sein de l'association. Quelques exemples marquants. 200 000 euros ont été collectés pour acheter des masques pour aider les plus démunis. Plusieurs milliers de nos camarades âgés de 75 ans et plus ont été contactés par téléphone en l'espace de quelques semaines pendant le confinement, révélant parfois des situations de détresse à laquelle nous avons pu remédier grâce à la caisse de secours. J'en viens au deuxième mot, le sens. Depuis la fin d'année dernière, nous avons amorcé à l'association une réflexion sur la raison d'être et les valeurs d'HEC, qui a donné lieu à des échanges passionnants avec nombre d'entre vous depuis quelques mois. Cette réflexion n'est pas simplement née dans la crise du Covid, elle relève d'une lame de fond au sein de notre communauté, motivée, je crois, par des aspirations des jeunes et aussi les aspirations de tous à changer des modèles économiques qui s'essoufflent, un fort désir d'impact, une quête de sens généralisée, tout ceci, bien entendu, catalysé par l'urgence climatique et la crise économique et sanitaire qui secoue le monde entier. Voilà, mes chers camarades, je veux conclure ce rapport moral en saluant l'attitude exceptionnelle des permanents de notre association dans cette crise historique. Avec une très grande réactivité et cohésion, l'association a su organiser le télétravail de tous, poursuivre son fonctionnement optimal, réduire ses coûts sans mettre personne au chômage ni solliciter l'aide de l'État et la solidarité nationale. Je souhaite, en votre nom à tous, les remercier chaleureusement. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marguerite Galland, directrice générale d'HEC Alumni. Suite au rapport moral du président, je suis heureuse d'introduire la deuxième partie de cette assemblée générale. Nous allons passer encore 1 heure ensemble, donc restez bien connectés. J'ai 2 messages à vous faire passer.
Le premier, c'est que les échanges sur ce plateau ce soir vont être en français, mais qu'un canal anglais est disponible pour nos camarades anglophones. Donc n'hésitez pas, en revenant sur la page d'inscription, live.hecalumni.fr, pour vous reconnecter en langue anglaise à cette assemblée. Deuxième message, ce soir, devant la caméra, nous ne portons pas de masque, mais je vous assure qu'ici, sur ce plateau, tout le monde est bien masqué et que nous allons respecter la distanciation physique comme il se doit. Voilà, il ne me reste plus qu'à passer la parole à mon camarade Thomas Lestavel, journaliste pour Le Figaro, pour HEC Stories, pour l'Express, qui va animer le reste des débats ce soir. Merci à tous. Merci Marguerite. Et pour cette première table ronde qui est consacrée au fonds HEC Ventures, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes. Donc Frédéric Jousset, président d'HEC Alumni. Inge Kerklo-Devif, vous êtes directrice du centre IDEA et vous nous expliquerez ce que c'est pour les alumni qui ne le savent pas encore. Et Benoît Grossman, vous êtes DG d'Idinvest. Alors pour commencer, à propos d'HEC Ventures, Frédéric, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce projet? Pourquoi avoir voulu créer ce fonds? L'entrepreneuriat est au cœur de l'ADN d'HEC, puisque la baseline d'HEC a été apprendre à oser, et puis de l'histoire d'HEC avec la majeure entrepreneur créée par Robert Papin dès les années 70, l'incubateur HEC qui s'est installé à Station F dès qu'il a ouvert, et puis, je dirais, le succès incroyable d'HEC dans la communauté entrepreneuriale, puisque 20% des licornes et des séries B sont fondées ou cofondées par des HEC. Il y a un terreau extrêmement favorable. Alors justement, les HEC lèvent déjà des fonds, et apparemment avec succès. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce fonds? Pourquoi en avait-on besoin? HEC Ventures amène 2 choses. La première, c'est d'abord une forme d'égalité des chances, puisque dans les phases amont, quand on part du PowerPoint, on va chercher ce qu'on appelle de l'angel investing, des friends and family, et tout le monde n'a pas dans son réseau personnel des personnes susceptibles d'investir. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'apporte pas seulement de l'argent, mais aussi la formidable expertise du réseau. Concrètement, un entrepreneur backé par HEC Ventures pourra solliciter dans les verticaux et les industries, les entreprises où il y a des HEC, les expertises dont il a besoin. Alors, vous avez construit ce projet en partenariat avec Idinvest. Pourquoi avoir choisi ce fonds et pas un autre? Alors, le métier d'une association, c'est de créer du lien, ce n'est pas de gérer des fonds. Et donc, on a voulu faire appel à un partenaire professionnel. Vous avez gagné l'appel d'offres sur plusieurs critères. Le premier, je crois, c'est la taille. Idinvest est le plus gros fonds et la taille indique quelque part la performance. La deuxième chose, c'est cette capacité de faire du retail, c'est-à-dire d'aller chercher des tickets jusqu'à 10 000 €, qui était une préoccupation de l'association. On voulait que le plus grand nombre d'adhérents de l'association puissent investir dans le fonds HEC Ventures. Et puis la troisième chose, c'est cet alignement d'intérêts, non seulement parce que l'équipe de gestion d'Idinvest a investi, mais aussi parce que vous avez accepté de redonner, on vous en remercie, une partie, la moitié de votre CARIT, comme on dit, la rémunération de la performance, à la fondation HEC. Et peut-être le dernier point, c'est que comme vous gérez des fonds de taille très différentes, en rentrant dans l'écosystème Idinvest, les entrepreneurs vont pouvoir être suivis tout au long de leur série A, B, C, D jusqu'à la pré-IPO. Pendant toute leur croissance, donc. Ok, parfait. Benoît Grossman, donc bonsoir. On a bien compris que HEC Ventures n'était pas destiné qu'à des millionnaires et qu'un grand nombre pouvait souscrire. Quelles sont les conditions finalement pour souscrire au fonds? Alors, on a volontairement mis des tickets, je dirais, qui sont relativement faibles en tickets d'entrée, comme l'indiquait Frédéric, à 10 000 € pour que le maximum de personnes puissent souscrire. Donc ce sont essentiellement des personnes physiques, HEC ou pas HEC, mais c'est statistiquement beaucoup plus HEC. C'est également ouvert aux institutionnels et aux corporates. On a déjà un institutionnel qui a donné son accord pour investir. Et je crois que le ticket moyen doit être à peu près de 100 000 €. Et si on regarde la distribution, ça va donc de 10 000 € jusqu'à des tickets de 2 millions d'euros, ce qui fait la taille du fonds de près de 40 millions d'euros. Parfait. Est-ce que le fonds a déjà investi à ce jour? Est-ce que vous avez déjà des exemples de réalisation? Bien sûr, on a déjà réalisé 2 investissements, 2 sociétés françaises. Une société qui s'appelle Spacefield, qui est un peu le Airbnb du stockage, et une autre société qui s'appelle Comet, qui a développé un système de salle de réunion un peu nouvelle génération adapté à, je dirais, après Covid, pré-confinement, fondé ou cofondé bien sûr par des HEC. On a une 3e société dans les tuyaux, et puis après on est sur un rythme d'investissement de faire à peu près 5-6 investissements par an, donc le rythme est soutenu pour le faire. Et surtout on a le deal flow pour le faire, on a la capacité à trouver des bonnes sociétés, comme l'indiquait Frédéric. 20% des sociétés sont financées par des HEC, donc le fait de restreindre aux HEC, c'est pas très restrictif. Donc, en plus c'est plutôt les bonnes.
Alors, si on s'adresse et si on pense aux personnes qui nous regardent et qui envisagent d'investir dans ce fonds, quel type de rendement peuvent-ils attendre? Alors, comme on dit, alors chez Idinvest, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais un petit peu quand même. Donc, nous, ce métier de l'investisseur en capital, on le fait depuis très très longtemps. On a un track record qui est assez profond, diversifié. Et statistiquement, on a eu sur beaucoup de nos fonds d'investissement ce qu'on appelle des TRI, des taux de rendement interne de 20% et plus par an, ce qui fait qu'on est confiant pour le futur. Alors après, le passé est le passé, le futur est le futur. On est assez confiant. On peut espérer tabler sur du 20%. Oui, parfait. tout à fait. Inge, bonsoir. Donc vous êtes directrice de ce centre d'entrepreneuriat d'HEC. Je veux bien que vous nous rappeliez déjà ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas encore. Oui, alors c'est tout simple. En fait, c'est le centre d'entrepreneuriat d'innovation de l'école HEC. Donc, on regroupe à l'intérieur la recherche, l'enseignement, mais aussi les actions autour de la thématique entrepreneuriat et innovation. Et dans les actions, on héberge aussi l'incubateur HEC qui est à la station F, comme disait Frédéric tout à l'heure. D'accord, donc l'incubateur dépend d'IDEA. Absolument. Ok, parfait. Alors, les entrepreneurs HEC n'ont pas attendu HEC Ventures pour créer des boîtes, lever des fonds. Finalement, qu'est-ce que ça apporte HEC Ventures à ce dispositif existant qui a l'air déjà assez complet? En fait, c'est la brique qui nous manquait. Donc, nous, on est vraiment très heureux que le projet voit le jour parce que l'entrepreneuriat, c'est un écosystème. Donc, c'est vraiment ce qui nous manquait. On espère aussi être un deal flow de qualité avec les 400 startups qu'on ambitionne d'accompagner à la station F. Mais pour moi, c'est aussi un petit peu le lien, donc le triptyque entre la fondation, HEC Alumni et l'école, donc à travers HEC Ventures. Et finalement, on fait tout ça pourquoi? Pour aider nos étudiants et nos alumni de réaliser leurs projets, voire leurs rêves. Parfait. Alors Frédéric, Inge vient d'évoquer un triptyque dont la Fondation fait partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre HEC Ventures et la Fondation? C'est très simple en fait. C'était dur de rentrer à HEC, ce sera encore plus dur de rentrer dans HEC Ventures. Donc il y a vraiment une idée de sélectivité. On veut backer des sociétés qui ont un très fort potentiel de croissance. L'idée, c'est que ça crée une performance financière qui, derrière, est reversée en partie à la Fondation HEC. Et donc, ça alimente cette notion d'égalité des chances. Et on va demander aussi aux entrepreneurs qui ont été soutenus par le fonds HEC Ventures, quand il y a une exit, donc s'il y a une exit, de devenir à leur tour donateurs de la Fondation HEC. Donc, il y a vraiment l'idée de rendement pour les investisseurs et d'impact en même temps. D'accord. Ok, donc école, alumni et fondation qui gravitent autour d'HEC Ventures, c'est très clair. Et pour finir, quelle est la prochaine étape? Quel est l'horizon pour HEC Ventures? Alors, pour les aspirants entrepreneurs, envoyez-nous vos projets. HEC Ventures n'est pas là que pour financer des start-upers de 20 ans. C'est tout porteur de projets, créateur d'entreprises. Et j'ouvre aussi un peu la porte parce que dans le fonds HEC Ventures, fidèle à nos valeurs de réseau, il y a l'ouverture. Et donc, on s'est laissé un pourcentage de sociétés qui ne seront pas créées par des HEC, mais dont le potentiel est important. Pour les investisseurs, la collecte n'est pas terminée. On a déjà 25 millions d'euros de collectés, plus de 200 investisseurs. La Massif qui vient de s'engager à hauteur de 5 millions d'euros. On vise un minimum de 30 et environ 40 millions en hard cap. Et donc, on vous invite à rejoindre le mouvement qui a commencé il y a quelques mois. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous. Et nous allons à présent parler de l'école. Alors, comme vous le savez sans doute, Peter Todd a annoncé il y a quelques jours qu'il quittait HEC Paris pour des motifs de santé. C'est une immense déception pour nous tous. Il nous a délivré la vidéo que vous allez voir, qui est en anglais, où il fait un bilan de ses 5 années à la tête de l'école et où il délivre un message assez émouvant à la communauté HEC. Hi, everyone. It's great to be with you, whether it's this morning, this afternoon, this evening, depending on where you are in the world. Nice to be with you at the Assemblée of the Alumni Association and to say a few words, which for me will be a few final words with all of you. As many, but perhaps not all of you know, I made the decision, and a difficult decision, frankly, for me, to step down at the end of this month from the position of Dean and Director General of HEC Paris. To step down to deal with some health issues that I've been struggling with the last 18 months or so, and where I finally decided, along with my wife Connie, that it's time for me to focus all of my energy on those. So obviously I leave and I speak tonight with a sense of sadness, but also with a sense of pride and with a sense of confidence. So let me just say a word about all those different feelings and emotions that come when you arrive at a moment like this, and maybe particularly when that moment wasn't in the plans, wasn't 100% expected.
Sadness, obviously, that I'll disconnect in many ways from the HEC Paris community. And since I arrived here a little over 5 years ago, that sense of community has been the thing that has stuck with me as one of the parts of the secret sauce, the magic of HEC Paris. And it's that sense of community on the campus, obviously, with and among the students, the staff, the faculty, and their engagement with the life of the school. But it's also that sense of community that exists with the alumni and their your incredible attachment to the school. And it's one of the things that makes the school powerful and increasingly globally powerful. And I'm certainly going to miss the camaraderie of that community. And I hope, as I keep my Infinity Pass in my back pocket, you'll let me, at least in spirit, continue to be a member of the HEC alumni community. But look, after 5 years, I leave also with a sense of pride. And it's pride of accomplishment. And whether you look at that accomplishment from the outside, rankings, and look at how well we've done in recent years and all the work that the team has done to move our programs forward, to move our faculty forward, to move the research environment forward. And all of that shows in the way the world looks at us today. And so I'm certainly proud of that. I'm proud at the way we've developed our reputation internationally, something that I know the Alumni Association has pushed hard for, we've pushed hard for as a school, and we've worked hard with the foundation engaging alumni all around the world. And so I'm proud of all of that. And I'm proud when I look inside the school, if I look at whether it's the research performance of the faculty and the new knowledge that they generate, or I look at the teaching performance of the faculty and note that despite this particular year that we've gone through with the COVID-19 crisis, that my colleagues have generated the highest teaching evaluations that we've ever seen in the school. And those things are great points of pride. I'm proud, too, of the advancements we've made in our strategic priorities, whether it's entrepreneurship, digital transformation, or social responsibility. We've worked hard with the Alumni Association, building out our entrepreneurship capacity through our development of Station F and the engagement of so many alumni with young startups that are coming out of the school. But of course, too, with the more recent creation of the HEC Venture Fund, a real project built and piloted by the alumni to allow us to continue to advance. So lots of things on lots of different dimensions to be proud of. In digital transformation, we just announced this wonderful center, High Paris, with the Institut Polytechnique de Paris to really deepen what we do in data science and artificial intelligence for science, for business, and for society. And that leads to that last pillar, our notion of social responsibility. And we've continued to push, whether that's in diversifying access to the campus, in opening up access to our programs through the great work of the foundation to people who are socioeconomically disadvantaged, whether that's continuing to push on issues like purpose and the creation of our new programs in purposeful leadership, or whether it's building greater strength in climate and sustainability. So lots of things, I think, to be proud about, and I hope you'll allow me, as I leave, to be proud of the way the school has grown and developed over the last 5 years. And finally, I leave with confidence. I leave with confidence because I'm aware of the great strength of the team at the school. The leadership team inside the school, my executive committee, the Comité de Direction, are a fantastic group of people who don't need any help from me to continue to advance and propel HEC Paris forward. And I'm absolutely confident that they'll continue to do that. And I'm doubly confident because I see all of the stakeholders around it. The Alumni Association, of course, the Foundation, the Chamber of Commerce, all of our donors, all of our friends, corporate partners engage with us, who are all there to help support us and move us forward. So it's a day when, yes, I'm a little bit sad to arrive at the end, but proud of what we've done, and confident in the future of HEC Paris. And so with all of that, I think all I want to say to all of you is merci and au revoir.
Olivier Sevilla, bonsoir. Vous êtes président de la Fondation HEC. Alors Peter Todd vient de nous annoncer son départ et il a dit qu'il était à la fois triste, fier et confiant pour l'école, pour son avenir. Que vous inspire cette vidéo et cet au revoir de Peter Todd? Bonsoir Thomas. Je suis ému par cette vidéo, par le départ de Peter. Je crois que toute la communauté HEC se joindra volontiers à moi pour chaleureusement le remercier pour ce qu'HEC a accompli sous son leadership ces 5 dernières années, qui est formidable. En tant que président de la Fondation, j'ai travaillé étroitement avec lui depuis 18 mois. J'ajoute que Peter a été très actif dans le fundraising, aussi bien en France qu'à l'international. Dans sa culture anglo-saxonne, c'est vraiment sa culture. Naturel. Et enfin, à titre personnel, je lui transmets mes amitiés et mes vœux de rétablissement les plus sincères. Alors, et la suite? Alors, le conseil d'administration de l'école s'est réuni lundi et a nommé Éloïc Perrache, qui est actuellement directeur de l'ensemble des programmes de l'école, comme dean et directeur général par intérim de l'école. Donc, je voudrais avant tout remercier Éloïc de bien vouloir reprendre au pied levé le flambeau. C'est très rassurant. Éloïc sera aidé par une équipe très, très forte à HEC. Éloïc connaît très très bien l'école, l'ensemble de ses programmes. Donc, comme Peter, je suis aussi confiant pour l'avenir. Alors justement, Peter Todd a évoqué pas mal de choses dans cette vidéo et toutes les ambitions de l'école. Comment est-ce que la Fondation va concrètement aider HEC Paris à relever l'ensemble de ces paris? Je dirais la Fondation, elle agit à 2 horizons de temps, en réalité, via ses donateurs, bien sûr. Chaque année, la Fondation finance des projets qui sont, comme le disait d'ailleurs Peter, la marge d'excellence de l'école. Elle finance principalement des bourses d'excellence, mais également de plus en plus la recherche. Ça, c'est pour le court terme. Mais la Fondation agit aussi sur un horizon de très long terme, puisqu'elle constitue un fonds de réserve, un fonds d'endowment, comme disent les business schools américaines, qui sont des quasi-fonds propres pour l'école. On a à peu près à 60 millions d'euros, et qui permettent, je dirais, de continuer le financement de l'école, y compris dans des périodes difficiles, comme celle que l'école traverse en ce moment. Très bien. Alors, vous avez lancé une campagne à 200 millions d'euros, donc une campagne assez ambitieuse. 200 millions d'euros d'ici 2024. Où est-ce qu'on en est de cette campagne? Est-ce qu'on est en bonne voie? Je dirais, on est en bonne voie, très bonne voie même. Je suis heureux de pouvoir annoncer ce soir qu'à l'instant où on se parle, on a 97 millions d'euros de promesses de dons. Donc près de la moitié de l'objectif. Oui, je vous garantis que quand on passera les 100, on fera un peu de bruit. Donc ça devrait venir assez rapidement. Et donc c'est formidable, c'est une grande fierté pour moi, bien sûr, mais c'est une grande fierté pour toute la communauté HEC. Moi, j'ai constaté un élan de solidarité formidable, y compris pendant cette crise. Ça n'a pas cessé. Les entreprises mécènes sont aux côtés d'HEC pour financer de plus en plus de chaires de recherche. On a également, et ça c'est nouveau, et je tiens à le signaler, des partenaires individus, alumni, qui eux-mêmes investissent pour développer des chaires de recherche avec l'école. Et j'appelle d'ailleurs tous ceux qui ont envie de contribuer. Est-ce que vous avez des exemples justement de ce type d'initiative? On a eu Hubert Joly qui a lancé, qui investit beaucoup d'ailleurs d'argent pour lancer une chaire sur le Purposeful Leadership, que d'autres d'ailleurs donateurs ont rejoint. Donc on a maintenant un impact, des moyens pour que l'école continue à se développer dans ce domaine. On a Jean-Marie Éveillard qui a suivi. On a une 3e personne que je ne vais pas encore citer, avec qui on a conclu récemment. Donc pas seulement des grands groupes, mais également des particuliers. Absolument, des grands groupes et des particuliers. Bien sûr, on a besoin que l'entreprise mécène continue, oui, évidemment. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, donc la campagne est en bon chemin. Un petit mot quand même sur le Covid-19, puisque ça remet en cause énormément de trajectoires économiques dans le monde entier. Est-ce que l'objectif des 200 millions est maintenu malgré tout? Est-ce qu'il y a une incertitude, étant donné le contexte? J'ai envie de dire, d'abord, on ne va pas se relâcher après un si bon départ. Donc on est quasiment à la moitié du chemin et les 200 millions étaient prévus pour 2024. J'ai envie de
dire, tel qu'on est parti, on devrait même faire plus. Ensuite, je pense qu'on va avoir besoin d'encore plus. Je veux dire pourquoi? Parce que cette crise, elle a aussi deux autres effets. Moi, je suis convaincu que cette crise va accroître la fracture sociale. Donc, les besoins de bourse vont être encore plus importants si on veut préserver la diversité et la méritocratie dans cette école. La deuxième chose, c'est que l'école se tourne vers de nouveaux espaces de recherche. Bien sûr, elle va continuer sur la stratégie de la finance, c'est évident. Elle a lancé le Purposeful Leadership, mais il faut aller plus loin dans le climat, il faut aller plus loin dans la santé. Donc la recherche sur le monde de demain. Donc la recherche sur le monde de demain. Et puis, soyons clairs, une fois passée cette crise Covid, le sujet du campus du XXIe siècle reviendra, même si on l'a mis un peu en suspens aujourd'hui. Donc plus que jamais, on a besoin des donateurs, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier, parce qu'on a fait une belle partie du chemin ensemble. Il y a encore beaucoup à faire, et je sais qu'on peut compter sur eux. Merci beaucoup, Olivier. Alors, nous venons de passer 6 mois un peu hors du commun avec ce Covid-19. La crise sanitaire a bouleversé évidemment le campus, les professeurs, les élèves. L'école, l'association et la fondation ont été sur le pont et ont mobilisé des moyens, notamment pour de la solidarité. Je vais en parler tout de suite avec mes 3 invités. Donc, j'accueille Marguerite Galland, qui est DG d'HEC Alumni, Delphine Colson, déléguée générale de la fondation HEC, et Éloïc Perrache, qui est donc, comme nous venons de l'apprendre, DG par intérim de l'école HEC. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir Thomas. Et je vais commencer avec vous, Marguerite. Donc, on a vu que le Covid-19 avait affecté non seulement les étudiants, mais aussi les entreprises. HEC Alumni s'est beaucoup mobilisé sous différentes facettes ces 6 derniers mois. Est-ce que vous pouvez revenir, alors peut-être pas sur tout, parce qu'il y a eu énormément de choses, mais sur les principales initiatives qui ont été prises? Alors, c'est vrai que 2020, ça a vraiment été l'année de la solidarité pour le réseau HEC Alumni. Il y a eu beaucoup d'exemples. Si j'en prends quelques-uns, on peut citer par exemple les alumni de Chine du Sud, qui très tôt dans l'histoire se sont mobilisés pour organiser une chaîne de production et d'approvisionnement vers la France complètement inouïe de masques chirurgicaux, grâce à Thibaut Sarrazin, dont tu as parlé dans un article du Figaro d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est en capitalisant finalement sur l'expertise logistique qu'ils ont mise en place qu'à l'association, on a monté une collecte solidaire autour de l'approvisionnement en masques de Médecins sans frontières et Médecins du monde pour servir les plus démunis, et une collecte qui a rapporté 200 000 € à la cause. Donc les alumni ont été extrêmement mobilisés, extrêmement généreux. Et puis je crois qu'il faut aussi mentionner la solidarité intergénérationnelle qu'on a vue au cours de l'année 2020, au cours du confinement, lorsque par exemple plus de 5000 de nos camarades sont appelés, des camarades âgés de plus de 75 ans sont appelés chez eux par des permanents de l'association et par des bénévoles pour prendre de leurs nouvelles, pour créer du lien. L'association joue vraiment pleinement son rôle. Puis les bénévoles ont été formidables. Dès le début de la crise économique, dès que la crise économique a commencé, en tout cas pour nous en Europe, le Hub Entreprendre, le Club Finance d'entreprise, le Club Droit se sont mobilisés pour organiser des ateliers, des formations pour les entrepreneurs, pour les PME qui étaient les premières touchées par la crise, pour justement les aider à s'en sortir. Donc on a vraiment vu sur différentes facettes la solidarité jouer à 100%. Parfait. Donc la solidarité pour les HEC, mais pas que. Delphine, la Fondation, c'est aussi son rôle, justement, à travers les bourses, d'aider ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce qui a été mis en place, justement, ces 6 derniers mois, dans ce contexte Covid ? Alors, en fait, c'est vrai que le confinement, ça a signifié pour un certain nombre d'étudiants l'annulation pure et simple de leur stage sur lequel ils comptaient pour financer leurs études. Donc très vite, on a mis en place un fonds de solidarité avec des fonds débloqués d'abord par la Fondation pour traiter rapidement les premières demandes. Et ensuite, on a fait appel à la générosité des anciens élèves, donc je les remercie. Et on a pu aider 150 étudiants entre mars et juillet avec des bourses de vie qui ont permis tout simplement de payer leur loyer et leurs frais de restauration. Donc c'était une aide tout à fait urgente. Et puis on a mis en place, de manière un peu plus, je dirais, précise, depuis la rentrée, un fonds pour les étudiants libanais, parce que c'est vrai qu'ils traversent une période, le pays traverse une période très difficile. Et on a quelques étudiants qui sont en difficulté, et donc on a fait appel aussi à certains donateurs qui étaient particulièrement sensibles et proches de cette communauté pour les aider de la même façon. Ok, merci Delphine. Alors Éloïc, il y a eu sur le campus des étudiants qui sont restés confinés, loin de leur pays. Il y a eu un contexte assez difficile. Qu'est-ce que l'école a pu mettre en œuvre pour participer à cet effort de solidarité ? Alors,
Quelques exemples. Sur le campus, on a plus de 100 nationalités. C'est extraordinaire, c'est d'une richesse inouïe, mais quand on se retrouve en période de confinement, certains peuvent rentrer chez eux, d'autres n'ont pas pu, sont restés sur le campus. Et donc au-delà de la formation et des cours et ce qu'on a pu faire avec nos différents professeurs, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, l'idée ça a été de se dire qu'il faut s'occuper de ses élèves. Et donc il y a eu énormément d'initiatives, on a fait venir des artistes, il y a eu du crossfit, il y a eu énormément de choses qui ont été montées par le campus pour pouvoir garder un lieu de vie sur le campus. Au-delà de la formation et de nos étudiants dans les formations diplômantes, vous savez que la formation continue est un sujet important pour HEC. Et c'est intéressant et c'est important d'être là quand nos entreprises partenaires vont bien. C'est aussi notre rôle d'être là quand les choses vont moins bien. Et les choses allaient moins bien. Certaines entreprises ont décidé de mettre des gens en chômage partiel. Et donc, on a décidé qu'on allait former, avec nos meilleurs programmes de formation continue, les personnes qui étaient mises en chômage partiel par les entreprises qui sont très proches du campus. Et on a formé plus de 1000 personnes et on l'a fait à coût nul pour les entreprises. Et puis, enfin, nos professeurs se sont beaucoup mobilisés. Toutes les semaines pendant le confinement, on produit des webinars. Donc ils ont mis à disposition gratuitement leur savoir. Ouvert aux HEC ou au-delà ? Ouvert à tout le monde. Et il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont pu suivre dans 45 pays. C'était même étonnant de voir les pays dans lesquels on pouvait le suivre. Et donc on a parlé de biais cognitifs, on a parlé de fonctionnement des banques centrales, on a parlé de géopolitique. Je pense que c'était passionnant et c'est encore disponible sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Parfait. Alors, on l'a un peu évoqué, mais l'accélération digitale, elle a concerné tous les secteurs de l'économie et entre autres l'enseignement, donc HEC. Comment est-ce que cette bascule quasiment du jour au lendemain des cours en ligne, comment ça s'est passé et aussi comment les étudiants ont-ils vécu ? Alors le Covid, c'est un accélérateur incroyable. On a fait plus en 3 mois que ce qu'on a sans doute fait en 5 ans. Donc ça a été une formation accélérée, la supersonique, c'est-à-dire effectivement en 3-4 jours, il a fallu former tous nos professeurs et puis un cours online, ce n'est pas la même chose qu'un cours physique. On n'est pas en train de se dire on a juste changé le médium de transmission. C'est une nouvelle pédagogie. Et donc, ça a été une formation accélérée. Il a fallu investir dans les infrastructures du campus. Donc, c'est des choses importantes, l'organisation du travail. Mais c'est aussi un monde d'opportunités. On a tout un ensemble d'entreprises qui viennent recruter sur le campus, de temps en temps, et même souvent, des bureaux de l'international qui viennent recruter sur le campus. Le digital, c'est un moyen d'être en interaction avec des recruteurs d'entreprises partenaires dans le monde entier. Et donc, c'est un accélérateur aussi d'internationalisation des opportunités qui sont données à nos étudiants. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a une partie des candidats à HEC qui décident de suivre un parcours HEC et qui veulent que ce soit un parcours totalement en ligne. Donc, ils vont rester dans leur pays et ils vont suivre des cours totalement en ligne. On a aujourd'hui un master qui a beaucoup de succès, qui s'appelle le Master in Innovation and Entrepreneurship. Il y a plus de 50 nationalités, 250 étudiants par an qui le suivent. Tous les cours sont online. Et il y a un projet qui est à gérer à distance, avec des mentors à distance de la communauté des anciens en général. Donc c'est des gens qui potentiellement ne mettent pas les pieds à Jouan-Joseph. Exactement. L'année dernière, fait intéressant, plus de 75% d'entre eux sont venus à la cérémonie de remise de diplôme. C'était la première fois qu'ils venaient sur le campus. Ils ont chanté et dansé sur le Connemara, c'était assez émouvant. Ils ont découvert le Connemara sur YouTube peut-être. Exactement. Et donc c'était un grand moment. Et puis d'autres étudiants ont décidé de quitter leur pays, de venir sur le campus pour une formation en présentiel et de vivre une expérience campus. Et eux, effectivement, ils attendent une part de présentiel importante. Et donc, il y a vraiment ces deux parties de marché. Le campus reste quelque chose d'important. Voilà. Et le campus, pensez que le digital se développe, c'est vrai, mais le campus reste un élément déterminant. Et plus il y aura de digital, plus le campus devra être un lieu de vie exceptionnel. Parfait. Alors Marguerite, l'association HEC, on pense tout de suite aux manifestations, aux événements, donc évidemment des salles avec des gens en physique. La digitalisation, ça n'a pas dû être simple non plus. Comment ça s'est passé pour vous ? Un petit peu à l'image de ce que vient de décrire Éloïc pour l'école, ça s'est passé très rapidement puisqu'on n'a pas eu le choix et que tout un certain nombre d'ateliers, d'événements des clubs qui auraient été organisés physiquement, probablement dans ces lieux, avenue Franklin Roosevelt, ont été basculés en ligne sous format webinar. Ce qui a été assez remarquable, c'est la vitesse avec laquelle les organisateurs d'événements se sont adaptés et puis la vitesse aussi avec laquelle la communauté a embrassé, je dirais, cette nouvelle façon de se retrouver autour d'événements. Donc on a eu effectivement un succès très important des événements en ligne. Si on regarde les 3 mois, la période de mars à juin, on a organisé à l'association 200 événements dans le monde, ce qui est à peu près le même nombre que l'année précédente à la même époque, sauf que ces événements ont permis d'engager avec 3 fois plus de participants.
Donc on a passé de loin la barre des 10 000 participants sur cette période-là, alors qu'on était à 3 000 en 2009. Donc on voit bien que le digital... Notamment des gens qui peut-être n'habitent pas dans les grandes métropoles et cette fois avaient accès aux événements. Et d'ailleurs, pour rappeler quand même un petit peu une évidence, mais l'association des alumni HEC, c'est 60 000 diplômés à travers le monde. Donc quand même une majorité ne sont pas à Paris. Oui. Donc c'est très important d'avoir des modes d'engagement un petit peu différents. Le digital a permis ça. On a aussi vu que les services digitaux de l'association avaient vraiment pris leur envol dans cette période un petit peu compliquée en termes sanitaires. Les gens ont eu plus tendance à rejoindre une plateforme de mentoring en ligne comme HEC Pulse, y compris les étudiants sur le campus qui ont été très friands d'avoir des mentors à ce moment-là. On a vu le site HEC Stories en ligne qui diffuse les contenus en français et en anglais du magazine doubler sa fréquentation. On a lancé un service de coaching à distance qui démarre très fort. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies opportunités de renforcer le lien grâce au digital. Pour autant, il faut quand même noter qu'on est une association, il y a la notion de convivialité qui est très importante dans notre réseau. On a dû annuler nos galas cette année, celui de Paris, celui de Londres qui devait être en novembre, annuler un certain nombre de matins HEC. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en train de repenser un certain nombre de formats pour arriver à quand même conserver des événements qui soient, où on puisse être ensemble, on puisse conserver ce lien. Et pour ça, c'est important d'avoir des hubs, c'est important d'avoir ces lieux ici à Paris, c'est important d'avoir un lieu iconique à Londres, c'est important de mobiliser les alumni de Doha au Qatar autour du campus de l'école et dans les chapters d'avoir aussi peut-être des points de ralliement clés pour la communauté. Parfait. Delphine, alors la fondation, c'est notamment le lien avec les grands donateurs et pour ça aussi, c'est important de pouvoir se voir physiquement. Comment s'est passée la digitalisation ? Je dirais qu'on est dans, alors c'est le lien pas seulement avec les grands donateurs, c'est le lien avec tous, c'est vraiment très très important pour nous parce qu'on a un métier qui est extrêmement basé sur les relations humaines. Ouais. Donc on a dû se réinventer tous, je crois que Éloïc et Marguerite l'ont dit aussi, donc c'est vrai qu'à la place d'une convention annuelle où on invite nos donateurs et les entreprises mécènes, on a fait un événement virtuel mais qui nous a permis aussi de partager beaucoup de contenu par rapport à ce qu'on aurait pu faire et le partager avec beaucoup plus de monde. Des étudiants, des personnes qui ne connaissent pas l'action de la Fondation, donc ça nous a permis d'avoir cette audience un peu élargie et d'abolir les frontières aussi. Ce qu'on a vu aussi quand on a fait pendant le confinement des visios avec une dizaine à peu près avec Peter, avec Olivier pour partager avec un certain nombre de nos donateurs partout, voilà, donner des nouvelles de campus et puis montrer la transformation de l'école dans cette période, ce qu'elle vivait aussi en tant qu'institution, donc c'était important pour nous et on a pu mesurer vraiment l'engagement, la solidarité des alumni et l'intérêt pour l'école dans cet environnement et c'était vraiment extrêmement motivant. Et puis, on a quand même lancé un certain nombre d'initiatives, des initiatives collectives avec le Club Assurance qui se mobilise collectivement pour lever des fonds pour financer les scolarités d'étudiants. De la même façon, les H67, etc. Donc, le MBA Giving Month qui est pour financer les bourses MBA. Donc, on a réussi à cette transformation aussi. Parfait. Alors pour finir cette table ronde, alors même si ce n'est pas simple en ce moment avec le Covid-19, on va essayer de se projeter un peu dans l'avenir. Je vais commencer avec vous, Éloïc. Comment finalement, alors vous êtes DG par intérim, c'est tout nouveau pour vous, donc ce n'est pas une question facile, mais comment vous imaginez le futur de l'école dans 5-10 ans? Ça va être quoi les grands axes de développement et de changement? Il y a des choses qui ne changent pas. Et si on regarde un petit peu la mission de l'école, c'est... dire comme ça, faire grandir des idées, des talents et des organisations qui vont avoir un impact significatif sur nos sociétés, sur le monde. Faire grandir des idées, c'est au cœur même de la recherche, et la recherche est un actif très différenciant de l'institution. Et on l'a bien vu, aujourd'hui, pour prendre des bonnes décisions, il faut être éclairé par de la recherche. Et donc la recherche vise à mieux comprendre les problèmes et à prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, à HEC, on a à la fois des recherches sur la valeur de la vie, sur l'impact du machine learning, sur les risques, ou sur la blockchain, etc. Et donc, la recherche, elle est absolument clé et elle va rester. Mais les talents, faire grandir les talents, c'est dans toute leur diversité. Des talents du monde entier, des talents de toutes les couches sociales. Et à HEC, on va continuer, on a pris des engagements avec la Fondation aussi notamment, à continuer à être plus ouvert socialement, plus ouvert géographiquement, parce que c'est une vraie richesse. Peter en a parlé tout à l'heure, c'est au cœur de l'excellence de l'institution et de l'école. Maintenant, quand on regarde devant nous, on rentre dans un monde dans lequel il y a des transformations sociales majeures, sociétales majeures, technologiques majeures. On parle d'IA, on parle de data. On a lancé il n'y a pas longtemps un nouveau centre, le dernier né, Hyparis,
On a un centre d'entrepreneuriat et d'innovation et la créativité, l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est dans l'ADN de l'école. Et puis, il y a les sujets du climat, il y a les sujets du sens, il y a les sujets des nouveaux business models qui sont au cœur même du centre le plus ancien qu'on a à HEC et qui est extraordinaire, qui est SNO. Et donc, on va continuer à capitaliser fortement sur cette excellence qu'il y a à l'école au service du plus grand nombre, parce que voilà, c'est ça le sujet, avoir un impact sur la société qui nous entoure. Alors, je vais vous poser la même question, Delphine. L'avenir pour la Fondation et peut-être aussi quelle est la mission finalement de la Fondation? Je pense qu'Olivier en a parlé et je pense que c'est assez simple. Hein. La Fondation, elle est ancrée sur 2 jambes. La première, c'est soutenir, accompagner l'école dans ses développements stratégiques pour former les talents de demain, pour avoir un impact sur la société. Le deuxième, c'est ouvrir l'accès de cette école à tous les talents, quelle que soit leur origine. Donc c'est vraiment sur ces 2 axes et nous, on reste ancrés sur ces 2 axes. La stratégie est claire. C'est simple, c'est notre mission, c'est ce qui nous fait nous lever tous les jours. Ce qui nous anime aussi, c'est de penser et d'être convaincus avec nos bénévoles, notre comité de campagne, tout le monde, que la philanthropie, c'est vraiment quelque chose qui peut changer en fait, la trajectoire d'un étudiant, qui peut changer son avenir, et qui peut aussi changer, dans une autre mesure, la trajectoire de l'école. Donc pour nous, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Et donc voilà, pour moi, j'engage évidemment tous les alumni à rejoindre, à s'intéresser à ce que nous faisons et à prêter attention au courrier que nous allons leur envoyer au mois de novembre et d'y répondre à la mesure de leurs moyens. Parfait. Marguerite, alors on vient de parler de mission. Il me semble que l'association est en pleine réflexion sur sa raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors ça nous tient beaucoup à cœur. On a commencé cette réflexion au mois de janvier cette année. C'est vrai que la crise sanitaire et tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, finalement, a encore plus catalysé l'envie de se projeter dans le monde d'après. Ouais. Donc on a fait ça relativement méthodiquement avec un comité de pilotage très très engagé, que je remercie d'ailleurs au passage. On a interrogé la communauté. L'objectif, c'était d'avoir vraiment une forme d'intelligence collective autour de ces sujets et d'écrire ensemble le nouveau chapitre de l'association. Donc, ce qu'on a fait, on a interrogé la communauté sur une grande enquête du Barrett Values Institute, donc sur les valeurs perçues aujourd'hui comme les valeurs de l'association et les valeurs d'aspiration pour l'association. Puis, fort des résultats qu'on a obtenus de cette enquête, nous avons mené des focus group divers et variés avec différentes populations d'alumni. Donc on a eu beaucoup de données et l'exercice de convergence qu'on a fait à partir de toutes ces données nous a finalement donné 2 enseignements clés. Le premier, c'est que les alumni attendent de leur association un réseau qui fonctionne bien, donc un réseau où on s'entraide, où on se répond, où on est plus fort ensemble, où on valorise le diplôme. Tout ça, c'est assez classique pour une association d'alumni. Puis il y a un deuxième volet qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit par Éloïc, et c'est là qu'on touche à quelque chose d'intéressant justement, c'est cette envie que ce réseau ne soit pas juste là pour lui-même et pour l'interne, mais qu'il rayonne et qu'il ait de l'impact sur le monde. Ouais, d'où par exemple la collecte dont vous parliez tout à l'heure, de MSF. C'est tout à fait au cœur de ce qui est attendu de l'association, c'est d'avoir un vrai rôle dans la société, dans l'écriture du monde de demain. Et voilà, donc on a pris ces conclusions-là. On va justement travailler avec les équipes d'Éloïc, avec la Fondation, pour arriver à écrire ensemble une mission qui soit cohérente avec ce qu'est l'école, avec cette idée de former des idées, des talents. Parce que l'association, finalement, c'est quoi ? La mission, c'est de prolonger et d'accompagner tout au long de la vie ceux qui commencent à l'école. Et ce qui commence à l'école, c'est cette quête de l'excellence, c'est ce goût des autres à travers l'ouverture à la diversité, l'ouverture à un certain nombre de nouvelles idées. C'est la curiosité qui pousse à justement participer aux grandes transformations du monde, et tout ça avec un esprit de courage, d'audace, et puis avec solidarité. Donc je crois qu'avec un socle de valeurs assez communes, on va pouvoir écrire quelque chose d'intéressant. Merci à tous pour ces mots très inspirants. Je vois que l'heure tourne, donc je vais laisser sans plus tarder la parole à Frédéric Jousset. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire un mot de soutien et évidemment tous nos voeux au nom de l'association de prompt rétablissement à Peter qui s'est toujours beaucoup impliqué dans la vie et les événements de l'association. Et puis souhaiter bonne chance à Éloïc qui prend ses fonctions, et je suis sûr qu'on va continuer de très bien travailler ensemble. Vous remerciez Thomas, journaliste, HEC, présentateur. Ça prouve la diversité et la richesse de toutes les carrières à HEC. Donc un grand merci pour cette animation dynamique. Merci. Et puis accueillir
Arnaud Joubert, le trésorier de l'association HEC Alumni, qui va nous présenter le rapport financier 2019 et, même s'il est bien entamé, le budget de l'année 2020. Merci Frédéric. Alors l'année 2019 a ouvert une nouvelle ère en matière de comptes pour l'association. Ces revenus de cotisation sont désormais constitués des cotisations annuelles, mais aussi des Infinity Pass et de la rétrocession par l'école à l'association des cotisations à vie des étudiants qui sont actuellement sur le campus. La quote-part représentée par cette rétrocession de l'école va progressivement augmenter, passant de 500 000 € en 2019 à 1 million d'euros en 2020, puis 1,5 million l'année prochaine en 2021, et enfin 2 millions d'euros par an à partir de 2022. Et à partir de cette date-là, la rétrocession de l'école aura vocation à représenter l'essentiel des revenus de cotisation d'HEC Alumni. Ces 2 millions d'euros sont à comparer aux 1,6 million à 1,7 million que vous voyez sur cette slide, qui représentent les revenus de cotisation que nous avons constatés dans les années qui précédaient le passage à la cotisation à vie en 2019. Et ces 2 millions d'euros vont donc assurer un socle de revenus certain, nous permettant de concentrer les ressources de l'association sur ses missions au service de la communauté HEC. Le succès du passage à la cotisation à vie en 2019 nous a amené à reconnaître des revenus beaucoup plus élevés que les années précédentes et qui sont par nature exceptionnels. Nous en avons profité pour augmenter certaines de nos charges l'année dernière, notamment en réinvestissant dans l'animation du réseau, en augmentant notre marketing et en investissant dans les contenus. 2020 sera également une année atypique pour HEC Alumni. L'année 2 du passage à la cotisation à vie devrait nous amener à nouveau à constater des revenus exceptionnels grâce aux Infinity Pass. Le budget que notre directrice générale a revu à la baisse à la lumière de la crise sanitaire fait apparaître un montant de cotisation hors part de l'école d'1 million d'euros de l'ordre d'1,6 million, comparable aux années précédant le passage à l'Infinity Pass. Nous poursuivrons en 2020 nos efforts d'investissement et notamment en entamant quelques travaux de rénovation de nos locaux ici, avenue Franklin Roosevelt, et en équipant les salles de ressources technologiques permettant la retransmission des événements ayant lieu sur place, tout en contrôlant nos dépenses de façon assez stricte cette année au regard de l'environnement économique. Alors les revenus exceptionnels de 2019 nous ont amenés à constater un excédent, qui est lui aussi exceptionnel dans l'histoire de l'association, de 2 122 000 €. Nous avons décidé de mettre en réserve la moitié de cet excédent, soit 1 061 000 €, pour le reporter aux 2 tiers, 707 000 € sur l'année 2020, et pour le tiers restant sur l'année 2021. Ce report et sa séquence sont à mettre en correspondance avec la montée graduelle en puissance de la contribution de l'école, d'ici à son plateau de 2 millions d'euros par an en 2022, dans un environnement où nous avons du mal à prévoir le comportement des cotisants à l'année et des éventuels nouveaux cotisants Infinity Pass sur les années 2020 et 2021. Nous avons souhaité cette année faire également un point sur la position de trésorerie d'HEC Alumni, que vous voyez sur cette slide, et qui est passée à fin 2019 à plus de 5 millions d'euros. Cette très forte trésorerie excédentaire a vocation à être utilisée dans les mois qui viennent, à hauteur de 3 millions d'euros dans le projet HEC House et à hauteur de 500 000 € pour notre investissement dans HEC Ventures. Ces 2 investissements tout à fait transformants pour notre association sont rendus possibles grâce à nos revenus exceptionnels de 2019 et à notre trésorerie patiemment accumulée depuis de nombreuses années par mes prédécesseurs. Une fois ces 2 investissements décaissés, il nous restera 1,5 million d'euros de trésorerie, ce qui correspond à environ 1 an de masse salariale de l'association et que nous avons considéré comme étant le matelas prudent de trésorerie que nous souhaitons conserver. Enfin, vous trouverez ici un aperçu de notre bilan 2019, qui a finalement assez peu évolué par rapport à fin 2018, hormis le gonflement de la trésorerie et l'augmentation corrélative de nos fonds propres, qui dépasse désormais 5 millions d'euros et qui démontre la solidité financière de votre association. Merci beaucoup, cher Arnaud, et merci pour ton engagement rigoureux dans la gestion de notre trésorerie. Et maintenant, nous passons à la partie plus formelle de cette Assemblée générale avec le résultat des votes des 11 résolutions qui vous ont été envoyées il y a 3 semaines à toutes les personnes à jour de cotisation. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première résolution, qui est l'approbation du rapport d'activité 2019 et du rapport moral du président. Elle est approuvée à 94%. Deuxième résolution, l'approbation des comptes de l'exercice 2019 et le quitus au CAC, au comité et au bureau.
approuvé avec 93%. Troisième résolution, la ratification du barème des cotisations 2021, la création d'une cotisation soutien Infinity Pass de 2 000 €, approuvée à 90%. Quatrième résolution, l'approbation du budget 2020, qui sera approuvé à 90%. Cinquième résolution, la nomination du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant suite à la démission de Dominique Ledouble. Commissaire aux comptes titulaire proposé Alain Martinez, HEC 82, cabinet Astrée Conseil. Cette résolution est approuvée à 92%. Vous voyez le résultat qui s'affiche. Concernant la sixième résolution, la composition du comité, je vais m'attarder un tout petit peu. Rappelons que la nomination des candidats au comité repose sur un processus très précis, très abouti et très professionnel, gouverné par nos statuts. Chaque année, le comité est renouvelé au tiers. Un comité de nomination indépendant est constitué pour accueillir les candidatures. Cette année, plusieurs dizaines de candidats ont été vus, et je m'en réjouis. Et pour aboutir à cette liste, des délibérations intenses ont eu lieu dans le but de nommer les personnes les plus à même de représenter la communauté dans sa diversité. Alors, la première décision est de la cooptation d'Emmanuel Miquel en tant que membre du comité et vice-président. Et vous allez avoir ensuite la ratification, l'élection des nouveaux membres du comité dont la photo va s'afficher à l'écran. Voilà, tous ces membres sont élus ou réélus à une large majorité. Félicitations et bienvenue aux nouveaux. Septième résolution. Pour honorer Ludovic Guilcher, HEC 97, en tant que vice-président d'honneur de notre association, en témoignage de la gratitude de la communauté pour son investissement personnel exceptionnel pendant plus de 9 années en tant que trésorier, puis vice-président de l'association. C'est une résolution qui est approuvée à 87%. Passons à la 8e résolution, projet de filialisation de l'activité d'édition, de régie publicitaire et d'organisation d'événements, autorisation du comité pour créer une société commerciale permettant de préserver la non-lucrativité de l'association et autorisation de signer un contrat d'apport d'actifs. C'est approuvé à 81%. 9e résolution, l'affectation de l'excédent comptable 2019, 2 122 224,70 €, mis à 50% en réserve et 50% en report à nouveau, approuvé à 94%. 10e résolution concernant la maison HEC de Londres, en prolongement des autorisations déjà obtenues des AG du 3 juin 2019 et du 30 juillet 2020, autorisation donnée au comité de acquérir ou louer avec option d'achat des locaux dans la limite de 4 millions de livres sterling, dont 3 millions d'euros d'engagement financier d'HEC Alumni. C'est approuvé à 64%. Passons à la 11e résolution, pouvoir donné au comité pour l'exécution des décisions, approuvé à 94%. Voilà, chers camarades, je me réjouis que notre démocratie fonctionne à plein et que les résolutions soient largement approuvées. Il reste maintenant une dernière élection, qui est celle du président. Les 22 membres nouvellement élus du comité vont maintenant se retirer pour délibérer, plus les 2 membres statutaires qui sont l'école et la fondation, pour voter sur le renouvellement ou un nouveau président. En raison de la pandémie, évidemment, ce vote a lieu par Zoom. Il est surveillé de près par 2 membres de l'association et maître François Miric-Elam, que je remercie. Et le résultat sera annoncé, conformément à notre tradition, par la doyenne du comité, Elisabeth Laverge. Je vous invite en attendant à vous plonger dans une vidéo qui va vous permettre de découvrir la vie de notre réseau. In my career, Alumni Network has a powerful contribution to my achievements. So I choose HEC Paris because it has a great alumni network. C'est la famille pour moi.
c'est la communauté dont je suis fier d'appartenir. C'est des individus de grande qualité et de confiance à qui on peut tourner partout dans le monde. Le réseau HEC pour moi c'est ça, une myriade de différences, de cultures, de parcours avec des métiers et des secteurs sur une palette si large et variée qu'elle paraît infinie. Le réseau HEC pour moi c'est quand un ou une HEC, quel que soit son âge, sa nationalité ou son programme, contacte un autre HEC et que cet autre HEC lui répond, en général de manière très rapide et très bienveillante. Si on le fait tous, ça marche. Un lieu d'échange pour les gens qui partagent la même passion ou le même métier. Et ensuite, c'est un lieu d'apprentissage et d'enrichissement depuis l'école jusqu'à la fin de sa vie professionnelle, voire au-delà. Le club HEC Génération Boost, que je préside, rassemble les alumni en pleine accélération professionnelle. Depuis 4 ans, nous avons créé le HEC Piano Club qui permet de rencontrer et d'écouter les plus grands concertistes français dans des conditions exceptionnelles. Le club HEC 20, c'est évidemment des moments de convivialité sur un sujet qui nous rassemble et qui permet à de nombreux diplômés de se retrouver. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mon club régional, ce sont des rencontres et échanges fructueux avec des personnes aux compétences et expériences variées. C'est aussi se retrouver pour des événements conviviaux et appartenir à une communauté de partage et d'entraide. Le réseau HEC, c'est beaucoup d'éthique, c'est la solidarité, c'est les connexions, c'est l'amitié, c'est l'excellence et c'est surtout beaucoup de beaux souvenirs. To me, the HEC network is family. I've spent over 2/3 of my career outside of France, and wherever I've been, it has been a huge factor of social integration and emotional resilience. What I've loved most is transitioning from France to Nigeria and working across the African continent, just being able to root down into the network, see the vibrancy of the community, and also see the amount of work and investment that HEC is putting into building the networks across this region. Notre rôle, c'est vraiment d'animer les grands moments de cette promotion, donc les 5 ans, les 10 ans, déjà les 15 ans, et puis d'informer notre communauté de camarades sur les grands projets de HEC Alumni, et puis aussi nous, de nous tenir informés de la vie de nos camarades, ou bien parfois même de faire appel à la solidarité de HEC Alumni et d'aider l'un ou l'une de nos camarades qui se trouvent en difficulté. Ma promo HJF67, alias X2, est importante pour moi car elle maintient le lien amical depuis plus de 50 ans avec des camarades malgré les aléas de nos vies professionnelles, entre autres. Les diplômés d'HEC sont mentors de nos incubés, ils accompagnent les jeunes qui sont dans nos programmes d'égalité des chances, ils aident nos étudiants et nos participants à définir leurs rêves et à les réaliser en étant des rôles modèles absolument uniques. Et le réseau, c'est enfin l'histoire d'un lien indéfectible qui a pu commencer à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans sur le campus et qui se prolonge tout au long de la vie. Donc merci de tout ce que vous apportez à HEC en vous engageant dans le réseau et merci d'écrire cette histoire qui est une magnifique histoire. Chers camarades, bonsoir. Vous venez de renouveler le comité d'HEC Alumni par votre vote et donc nous sommes au complet nous nous sommes réunis au complet pour élire notre nouveau président. Comme j'ai été jeune avant les autres membres du comité, c'est moi qui ai le privilège, que j'assume parfaitement, de vous révéler le nom de notre nouveau président. Frédéric Jousset s'est proposé à nos suffrages et nous l'avons élu à l'unanimité des personnes présentes.
À lui donc, maintenant, de tenir encore la barre d'HEC Alumni et de maintenir le cap dans cet environnement d'aujourd'hui exigeant pour nos entreprises, pour notre économie, pour notre modèle social, mais surtout pour notre communauté HEC et pour HEC Alumni. Bravo Frédéric, tu sais que tu peux compter sur nous, sur nos valeurs entrepreneuriales, sur nos valeurs d'engagement, sur nos valeurs d'innovation et sur nos valeurs de solidarité. Frédéric va continuer à donner le meilleur de lui-même et nous aussi à ses côtés. C'est un nouveau défi, mais c'est vraiment un défi réaliste parce que HEC nous a appris à gérer des situations difficiles. Encore bravo Frédéric, félicitations de tout le comité. Merci beaucoup, merci mes chers camarades, merci au comité qui m'a fait confiance, cette confiance qui m'honore et qui m'engage. Quand j'ai pris la suite d'Emmanuel Chin il y a 2 ans, je pensais faire un mandat de 2 ans assez classiquement, mais effectivement quand on a vu la crise exceptionnelle que le monde s'apprêtait à traverser, donc par ricochet forcément à l'association, la continuité semblait l'option la plus sûre. Quel peut être le sens d'un 3e mandat? Je voudrais dégager 3 priorités. La première, accélérer sur tout ce qu'on a déjà mis en place, donc finaliser le lancement du fonds HEC Ventures, finaliser l'acquisition de la HEC House pour internationaliser sans cesse le réseau et finaliser ce magnifique projet de la raison d'être. La deuxième chose, c'est continuer à avoir une communauté soudée, solidaire, avec des événements le plus possible qui seront soit digitaux tant que la pandémie sera là, et puis on essaiera de se retrouver et de faire des événements festifs dès qu'on pourra le faire, avec ces valeurs de solidarité qui nous sont chères. Et puis le troisième axe, c'est la gouvernance. La gouvernance d'abord de l'association, donc continuer à préparer le renouvellement du comité, le renouvellement du président, travailler avec le nouveau dean et le ICPRH, travailler au conseil d'administration de l'école dont je suis le représentant avec Fatma, et pour continuer de travailler avec la Chambre de commerce à réécrire le pacte d'actionnaires qui nous lie tous ensemble, et puis renforcer cette alliance avec l'association des alumni de Polytechnique et des écoles de IPP, puisque c'est aussi pour HEC la voie de l'avenir. Voilà pour mon mandat pour l'année à venir, un mandat qui sera plus court puisqu'il est déjà entamé. L'Assemblée générale, on l'espère, pourra se tenir en juin 2021. Un grand merci encore. Une autre élection, qui sera une élection de 2 personnes cette fois, l'élection de l'HEC de l'année en raison de la date avancée du calendrier. On a décidé d'élire l'HEC de l'année 2019 et l'année 2020. C'est un film de Lelouch, un homme et une femme. Donc l'HEC de l'année 2019, c'est Hubert Joly, HEC 81, un des seuls, un des rares très grands CEO français aux États-Unis. Vous allez découvrir son parcours. Et l'année 2020 a révélé le talent de Hélène Bourboulou, qui est donc HEC 1995 et qui sera notre HEC de l'année 2020 et qui est administratrice judiciaire. Je vous laisse en images découvrir les parcours et les témoignages de ces 2 HEC exceptionnels. Le 11 août 1959, dans le Nouveau-Mexique, on a frappé le plus long home run de l'histoire du baseball. Le même jour exactement à Laxou, banlieue de Nancy, Hubert Joly est né. Coïncidence ? Personne n'y croit, tant la carrière du patron HEC le plus célèbre des États-Unis ressemble à une succession ininterrompue de coups gagnants. Majeur de la promo 81 à HEC, il enchaîne avec Sciences Po et se fait embaucher chez McKinsey. Son aventure américaine commence à la fin des années 90 quand il part diriger l'activité jeux vidéo de Vivendi avec succès. Il rejoint ensuite Carlson Wagon Lit dont il fait le numéro 1 mondial du voyage avant de prendre la direction de tout le groupe Carlson. Mais il lui fallait un défi plus coriace. J'ai nommé Best Buy. Le méga darty américain avec ses immenses magasins se fait saigner par la concurrence d'Amazon. Alors un Frenchie sauveur des big box? Outre-Atlantique, personne n'y croit. Alors Hubert retrousse ses manches, remet à plat les RH, les prix, le e-commerce, les services. Enfin, à peu près tout finalement. Et miracle, ça marche! Au lieu de se faire ubériser, Best Buy s'est fait hubertiser. Alors, c'est quoi la recette d'Hubert Joly?
Sans doute une tête bien faite, sans doute beaucoup de travail, mais aussi et surtout des valeurs d'humilité, d'ouverture d'esprit et de recherche de l'intérêt général. Des principes qu'il cherchait à transmettre en créant la chaire Purposeful Leadership avec HEC. HEC de l'année 2019, c'est donc un prix qui célèbre à la fois une carrière exceptionnelle, la conclusion de son incroyable succès chez Best Buy et aussi ce cadeau fait aux futures générations d'HEC. Que vous dire, je ne vous cacherai pas que je suis évidemment très touché par cette marque de reconnaissance que je prends comme un signe d'amitié sincère. C'est aussi, en fait, pour nous tous, une occasion de célébrer tout le travail qui est fait par HEC Paris sous la direction de Peter Todd et le leadership du professeur Rodolphe Durand sur ce thème de la quête du sens en entreprise, du Purposeful Leadership, sur lequel depuis 2-3 ans ils ont fait un travail extraordinaire et auquel je suis personnellement très heureux d'être associé. Et évidemment, je ne peux que souhaiter que d'autres continuent à se joindre à ces efforts-là. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ce signe d'amitié et cette reconnaissance. Merci. Bourboulou, ne pas se fier à ces 3 syllabes chantantes ou à la bonhomie qui irradie du personnage. Avec Hélène, on n'est pas là pour rigoler. Née en Corrèze en 1973, son tempérament de bosseuse au gros caractère l'a fait vite remarquer. Elle monte à Paris pour faire sa prépa, réussit le concours d'HEC en 92 et suit une scolarité brillante ainsi qu'une vie sociale intense. Elle se lance notamment à la conquête du BDE avec une liste nommée en son honneur « Hélène et les garçons ». Comment, après ses joyeux débuts, elle se retrouve en stage dans une étude d'administrateur judiciaire, un des jobs les plus exclusivement masculins et les plus méconnus qui soient. C'est un mystère dont elle seule a la clé. Toujours est-il que ses premiers pas dans la profession ressemblent un peu à un film noir. Ses 2 premiers employeurs sont poursuivis pour détournement de fonds. L'un finit en prison, l'autre au pied d'une falaise. Encore débutante, elle se retrouve à devoir gérer toute seule des très grosses affaires comme le redressement de Jacadi. En 2004, nouvelle boîte, nouveau drame. Son associé et mentor meurt d'une crise cardiaque et lui laisse là encore une pile de dossiers brûlants et complexes. Elle s'en sort en bossant comme une dingue. La 3e tentative serait la bonne. Avec 2 nouveaux associés, elle fonde l'étude FHB, qui devient bientôt la première de France. Fagorbrandt, Vivart, Petrolus, Prestalis. Elle enchaîne les gros dossiers et devient une véritable star du redressement d'entreprise. Déjà récompensée par un prix Trajectoire en 2014, son parcours exceptionnel lui vaut aujourd'hui de devenir HEC de l'année 2020. Un prix qui célèbre 3 atouts dont on a grand besoin en ce moment, la réussite entrepreneuriale, un rôle social positif en faveur de l'emploi et surtout une résilience à toute épreuve. Mes chers camarades, je me retrouve devant vous au terme de cette Assemblée générale pour vous témoigner mon immense reconnaissance, mes remerciements d'avoir pris le risque peut-être d'un choix inattendu en sélectionnant le parcours d'un administrateur judiciaire comme HEC de l'année 2020. C'est inattendu. Lorsque j'ai reçu l'appel de Frédéric, j'en étais très émue. J'y vois la volonté de la communauté HEC de décerner, de mettre en lumière tous les parcours, y compris les plus différents. J'ai décidé de faire HEC dès mon année de 4e parce que mes parents m'avaient promis qu'HEC m'offrirait la liberté. HEC a fait plus, HEC m'a offert la liberté et le courage. Je suis probablement là où je dois être. J'essaye de renvoyer l'ascenseur au service des entreprises, des entrepreneurs et de l'ensemble de mes camarades en disant à tous, tout simplement, n'ayez pas peur, et encore plus dans cette conjoncture un peu difficile, soyez exactement ce que vous devez être, travail, éthique, bienveillance, au service du courage, de l'humilité et de la gentillesse. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours en pensant à mon parcours et à mon engagement en tant qu'HEC dans toute la société et dans ma vie professionnelle et personnelle. Et pour conclure, mes chers amis et chers camarades, je ne peux pas espérer vous voir souvent pour des raisons professionnelles, mais en tout cas pour des raisons personnelles, je serais ravie de pouvoir à un moment ou à un autre contribuer au développement personnel et à la réalisation de chacun d'entre vous dans vos choix, y compris ceux qui sont les plus hésitants et qui pensent qu'ils ne sont pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas au bon endroit, changez-en. Bravo à Hubert Joly et à Hélène Bourboulou pour cette magnifique élection, ces 2 grands professionnels et qui portent haut et fort les valeurs de notre association.
Voilà, chers camarades, cette Assemblée générale touche à sa fin. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'avoir participé en ligne ou physiquement à nos côtés. Remercier les organisateurs, la société de production. Je suis heureux et fier que, malgré la pandémie, l'association, une fois de plus, a continué de fonctionner de manière nominale et, je dirais, optimale. Cette génération d'HEC aura été à la hauteur de la crise qui pose des défis sans précédent et des générations précédentes. Voilà, chers camarades, malheureusement, le pire n'est pas derrière nous. Une deuxième vague s'annonce, dans laquelle je vous souhaite beaucoup de force, de courage et de rester surtout très protégés. Je dirais, restons unis, restons forts, restons solidaires. À très bientôt et vive HEC!